Euh, D'abord, je suis très content d'être là aujourd'hui. Donc, d'abord, quelques mots pour me présenter à vous. Donc, c'est important de dire, je suis français, d'origine chinoise, je suis né au Cambodge. Et mon parcours, c'est 20 ans dans le luxe. J'ai eu le plaisir et le privilège de commencer pour la maison Piaget à Taïwan. J'ai créé la filiale pour Piaget en tant que brand manager. Et là, j'ai ouvert 3 boutiques. Et là, j'ai découvert le luxe en venant d'un monde de la grande distribution, de Carrefour et Lagardère. Ensuite, j'étais à Genève, muté à Genève pour Piaget en tant que directeur réalité international et directeur marketing service. Et là, j'avais dans mon escarcelle non seulement le développement du réseau Piaget, et j'avais également la formation et finalement tout ce qui est, ce que disait le patron, le marketing que ne veut pas faire les autres, notamment la formation et tout ce qui est coordination de la stratégie. Donc ça, c'était à Genève. Et ensuite, je suis pour le groupe Richemont. J'ai eu la chance d'être, on va dire, repéré, le fait de mon origine peut-être, de mon côté très start-up. Donc j'ai été repéré par la joint venture Ralph Lauren. Pour nos amis qui sont là, qui sont dans le monde de la montre et bijoux, peut-être vous vous souvenez, il y avait une tentative, il y avait une ambition incroyable de la part de la marque Ralph Lauren et Richemont de rentrer dans le monde de la haute horlogerie en joignant les forces des deux groupes. Et j'ai eu le privilège de faire partie de cette équipe-là. On a démarré à partir de rien et on a monté cette start-up pour Richemont et Ralph Lauren. Et là, j'étais en Asie en tant que directeur Asie. Ensuite, et à Hong Kong. Et ensuite, à Hong Kong, j'ai rejoint la maison Boucheron, Kering. Là on a voulu également marquer le développement de la maison Boucheron sous Kering, n'a pas vraiment réussi à décoller. Mais là c'est très, très bien parti. Donc, toutes mes filiations à la maison Boucheron. Ensuite, j'ai ensuite travaillé plutôt en tant que board pour les entreprises chinoises. J'ai travaillé pour un groupe chinois qui s'appelle Huyi, qui avait acheté le groupe SMCP Paris. Et là, j'étais au board et ensuite, on a listé cette entreprise à Paris. On a acheté la marque Akoskutum anglaise. Et ensuite, là, mon dernier rôle a été avec le groupe Kidiliz, le groupe Semir, en tant que président du conseil. Et là, malheureusement, c'était un peu plus compliqué avec le Covid. Bon, ça, c'est des choses qui sont liées, je pense, à notre environnement. Voilà, et aujourd'hui, j'anime plutôt, je continue à animer ma société qui s'appelle des Performances Hong Kong, où je conseille et je fais des projets très opérationnels, des deals, et j'ai développé un produit, enfin une solution de formation en ligne sur les techniques de vente. Et là, je ne parlerai pas que ça, je voudrais parler d'autres choses aujourd'hui. Notamment, je me présente à vous également en tant qu'auteur de livres, de 2 livres sur la vente. Un en français qui s'appelle Vente le luxe, co-auteur avec M. Roland Moulinier, Hérol, et l'autre livre dont je suis très fier, puisqu'il a été édité par l'éditeur anglais Palgrave, qui est un éditeur de référence dans les livres scolaires et scientifiques, Luxury Selling, et qui fait que je ne sais pas pourquoi, mais je suis le seul à avoir écrit sur ce sujet, qui est la psychologie des clients du luxe et dans la vente et les techniques de vente pour influencer positivement. Voilà. Et je commencerai par vous poser la problématique de ce qui m'amène aujourd'hui et de l'invitation d'Olivier et de Franck. C'est en fait finalement, j'avais qu'un seul sujet, enfin j'ai un sujet, j'ai d'autres sujets, mais il y a un sujet qui me tient à cœur et depuis beaucoup d'années, c'est la vente. C'est lorsque on prend une boutique, lorsque j'ai ouvert la première boutique Piaget à Taïwan, je me suis aperçu d'une chose qui est quand même assez incroyable, c'est qu'en fait, tout est figé dans une boutique de luxe. Bah, l'emplacement est figé, le stock est figé, on ne peut pas avoir beaucoup plus de monde que ça, il va falloir se battre. Ensuite,
le trafic, il est difficile, hein, il n'y a pas tant de trafic que ça, hein, vous voyez. Donc, tout ça fait que, eh ben, dans un contexte qui est très figé, finalement, l'acteur, le seul qui est vraiment mobile, c'est l'humain. C'est l'humain qui fait la différence. Un bon vendeur et un autre vendeur, on voit la capacité de vente, on voit le taux de conversion. Donc, je me suis dit, bah, ça, c'est le facteur principal et je me suis mis à la vente. J'ai vendu ma première montre piégée à Taïwan et je me suis passionné pour ça. Et lorsque j'ai rejoint Genève en tant que directeur d'État international et directeur marketing services, j'ai vraiment mis l'accent sur la formation, sur la vente. Et il était temps en tout cas moi, il était temps qu'on s'intéresse vraiment aux vendeurs et qu'on s'intéresse à cette problématique principale de comment mieux vendre. Voilà, et dans un contexte qu'il y a aujourd'hui, c'est peut-être pas mal aussi de s'arrêter un tout petit peu en profitant de la pause, de l'arrêt de nos boutiques pour repenser comment réussir à vendre dans le luxe, dans nos boutiques, après le Covid, lorsqu'on va réouvrir. Alors, nos boutiques vont réouvrir, hein, ça j'ai tout l'espoir et on nous dit ça va bientôt le faire, mais je pense qu'on va réouvrir de toute façon. Le retail est nécessaire. Personne ne nous a dit que le retail ne sera plus nécessaire. Bon, on va ouvrir. Nos clients vont revenir, notamment les clients chinois. Je pense que Paris sera toujours Paris. L'Europe sera l'Europe. Ils reviendront et on les attend. Dans ce cas-là, comment on va faire? Comment réenchanter? Comment faire de chaque nouvelle rencontre une très belle retrouvaille? Et je pense que plus que jamais, il va falloir mieux vendre. Parce que dans une logique de vente luxe, j'ai plusieurs logiques. J'appelle ça les logiques parce que je n'arrive pas à trouver de contre-argument à ça. Quand je dis c'est des logiques. Il y a la première des logiques, c'est vendre mieux, c'est vendre plus. J'aimerais bien qu'on me démontre que ce n'est pas vrai. Or, je suis dans le luxe plus que jamais. Si on vend bien, eh bien forcément, on va vendre plus. Parce que c'est de la responsabilité de nos conseillers de vente de beaucoup vendre, hein, parce que c'est une responsabilité c'est même presque un devoir économique envers nos employeurs, mais c'est aussi, moi, je trouve important, envers cette chaîne de compétences, cette chaîne d'intelligence, cette chaîne de créateurs, de faiseurs, qui ont réussi à créer tous ces beaux produits, hein, toutes ces belles créations qu'on a entre les mains, qu'on propose à nos clients, l'intelligence du marketing, hein, que Nicolas a démontré, tous ces éléments-là, c'est le devoir du vendeur qui est en bout de chaîne de véhiculer tout ça. Donc c'est un devoir, plus qu'une responsabilité, un devoir. Et également, je pense, c'est un devoir envers le client. Car un client qui est heureux, quand le service est bon, c'est parce qu'il a acheté. Quand je vais dans une boutique, en tant que directeur Piaget, on me dit, oui, on fait des benchmarks de services, etc. Je dis, oui, mais le meilleur des services, c'est parce que le client l'achète. Ou alors, quand le client n'achète pas, on sait pourquoi il n'a pas acheté. Et je pose la question. Et souvent, je n'ai pas la réponse. Pourquoi il n'a pas acheté? Oui, mais bon, le temps, le climat, l'argent, la bourse, etc. Non, non. Le client n'a pas acheté, il y a une raison. Et j'ai développé autour de cette problématique de la vente de luxe une méthode, que la méthode luxury selling qui sont partiellement, hein, dans les livres et qui sont aussi dans le e-learning que j'ai développé. Et moi, je voudrais aujourd'hui prendre cette opportunité de parler des vendeurs, de la vente et du Covid pour poser quelques jalons, hein, je dirais, proposer une grille de lecture par rapport à ça. En fait, qu'est-ce que c'est ma méthode, enfin une méthode de luxury selling, hein, que j'ai développée? Ça pose sur euh, trois logiques. La première, je l'ai dit, hein, c'est vendre mieux, sans forcément on vendra plus. Ça, je suis convaincu de ça. Ensuite, le deuxième élément, c'est un diptyque, c'est un duo, c'est en fait la vente, c'est de créer le désir et réduire la peur afin qu'il y ait décision d'achat.
on s'intéresse à la psychologie client et il n'y a pas de luxe sans désir. Et il a souvent pas d'achat parce qu'il y a des peurs. C'est tout bête, mais à partir de ça, on peut développer, on peut comprendre beaucoup de choses. Et le troisième élément qui est important lorsqu'on s'intéresse à l'acte de vente de et la psychologie client, il faut savoir c'est quoi la vente et si on sait qu'il y a une vente, forcément il y a une décision. Sinon, il n'y a pas de vente. J'ai travaillé chez Carrefour, il n'y a pas de vente. Il y a une mise en rayon, il y a de merchandising, mais il n'y a pas de vente. C'est de libre-service. S'il y a une vente, c'est qu'il y a eu une décision d'achat. S'il y a une décision d'achat, c'est qu'il y avait un processus décisionnel. Et s'il y a un processus décisionnel, il y a eu des facteurs décisionnels. Et lorsqu'on s'intéresse à ça, eh ben, très simplement, on en voit 5 qui sont que moi j'ai identifiés et qui sont d'abord la marque, qui sont ici les 5 facteurs décisionnels. La marque c'est l'inspiration, c'est aspiration. La marque, c'est moi. J'achète moi, en fait. J'achète pas autre chose que moi-même, finalement. Ou en tout cas, le moi que je me vois. Le moi que j'aimerais bien qu'on me voit. C'est le moi que j'achète. La marque. Ensuite, évidemment, c'est le produit. Le produit qui répond à un besoin fonctionnel, qui répond à quelque chose qui est plus pratique, je dirais, mais qui est différent de la marque, de l'aspiration. Et vous avez un troisième élément qui est le prix, qui est la valeur, ce qu'on est prêt à mettre, en tout cas pour cette envie-là. Il y a le service. Le service, ça a été repris également dans un des propos de Nicolas. C'est le service, c'est l'endroit, là où on a le service, la boutique. Et évidemment, le cinquième facteur, c'est le temps. Quand est-ce que j'achète? Donc, quelle marque j'achète? Quelle est mon aspiration? Quel produit j'achète? À quoi ça devrait répondre comme besoin conscientisé en tout cas? À quel prix? L'idée mon budget que j'ai en tête. Et ensuite, à qui j'achète? Quel service j'attends de cet achat-là? Et évidemment, quand est-ce que j'achète? Voilà. Est-ce que c'est une urgence? Est-ce qu'il y a c'est un mariage? Voilà. Notre travail en tant que vendeur dans le luxe, conseiller de vente, et dire vendeur, ce n'est pas vil. Je vous ai parlé des responsabilités et de la complexité. Quand on entend Nicolas, je dis, mais nos vendeurs doivent être des ordinateurs surpuissants. Comprendre tous ces éléments très complexes du luxe. Les clients sont complexes aussi aujourd'hui. Ils veulent du luxe, mais ils se disent, non, je n'ai pas acheté du luxe parce qu'à la maison, ma fille m'a dit, non, non, attends, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'une paire de chaussures en plus. Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as acheté encore des cravates? Tu ne les mets jamais. Bon. Donc, ça devient très compliqué pour nos clients également. Donc, pour nos vendeurs, évidemment, ça suit. C'est la même logique. Voilà. Donc, je résume. Mieux vendre le luxe, c'est de savoir créer le désir et ensuite réduire les peurs et en travaillant sur les motivations, les 5 motivations du client, de tous les clients dans le luxe, la marque, le produit, le prix, le service et le temps. Et évidemment, les techniques de vente sont là pour aider et à travers notamment ce que j'ai développé dans mes écrits, les 7 étapes de la vente, qui est de la préparation, l'accueil, la découverte des besoins, la présentation, traitement des objections, convaincre, conclure et fidéliser. Voilà, bon, ça c'est tous les... Vous trouverez ça dans tous les bons manuels. Voilà ce que j'apporte. Ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en temps de Covid et quelle est aujourd'hui notre problématique? C'est quoi le désir? Le désir, il y en a 2 principaux, qui est d'abord l'affirmation de soi. Et ce n'est pas moi qui l'ai avancé, je crois que beaucoup le disent, et notamment François-Henri Pinault le dit assez souvent, l'affirmation de soi. Et là, il s'agit, bien sûr, on parle d'ego, on parle de l'image qu'on veut donner de soi-même, on parle de succès, mais on parle également du pouvoir, qui a été également évoqué par Nicolas.
on s'affirme. Voilà. Le luxe, c'est aussi pour ça. Hein, soyons disons-le sans phare. Hein, et pourquoi pas pour ceux qui peuvent se permettre. Et est-ce que notre vie, finalement, ne serait-ce pas qu'une continuité d'affirmation de soi, d'une continuité d'essayer de trouver soi-même, d'être en harmonie avec soi-même? Et si le luxe peut contribuer, pourquoi pas? Et le deuxième élément, c'est le plaisir du parfait. Oui, non, le parfait n'existe pas, peut-être, mais on peut s'y approcher. Hein. On est l'exemple donné par Nicolas est intéressant aussi. En éco, c'est peut-être un peu plus serré qu'en business class. En business, c'est plus serré qu'en first class. Et lorsque vous avez un jet privé, c'est encore mieux. Bon, voilà, mais et encore, si vous devenez Superman, vous volez dans le ciel, c'est encore mieux. Ça c'est le parfait. Mais bon, mais on peut s'y approcher hein, avec un jet privé. Voilà. Alors, le plaisir du parfait, c'est une recherche, hein, c'est une quête. Et quelque part, vraiment, c'est humain hein, de vouloir du plaisir. Et ça, pendant le Covid, ça nous a fait quand même, je pense, un petit souci quand même, hein, parce que on s'affirme, l'affirmation de soi, bon, on est à la maison, j'ai pas de coiffeur depuis plusieurs semaines. On va plus aux grandes tables, hein, on se contente de la cuisine de sa femme. Bon, bah, tant mieux si c'est bien. Et on cuisine un peu soi-même si on peut. Mais on a plus d'ingrédients. Bon, il y a quand même des compromis, hein, on va dire, pendant cette période de confinement. Donc, je pense que là il va falloir probablement prendre conscience de ça, que les liens se sont un peu distendus, hein, détendus. Enfin, on ne peut plus faire des réunions des gens, prendre un café, prendre un verre. On a besoin de liens. On a besoin de se réaffirmer soi-même, d'être beau, d'être bien habillé, d'être belle, hein, de sortir, d'enlever le masque, hein, de se remaquiller. On a besoin ça nous manque toutes ces belles choses-là, hein, qu'on a, tous ces plaisirs de la vie. Et je crois que c'est important d'en prendre conscience et que nos conseils de vente intègrent ça, intègrent cette nouvelle donnée et pour ne pas l'exagérer un peu plus. Pourquoi ne pas d'abord soi-même être heureux déjà, après le confinement, nos conseils de vente, communiquer cette retrouvaille, cette joie-là de revivre à nouveau à nos clients. Et je pense qu'on peut imaginer beaucoup de choses hein, par rapport à ça. Notamment, par exemple, je voulais parler un peu des clients chinois. Les clients chinois, ils ne sont pas venus depuis longtemps, d'autres reviennent. Imaginez les premiers clients qui reviennent à Paris, ils vont dans les magasins, le vendeur lui dit en chinois, « Ni hao, huan yin, wo hui shi zhongwen le, zai yi xue de shou, wo xue hui zhongwen le. » Qui veut dire, « Bonjour, bienvenue. Écoutez, je vous parle en chinois parce que pendant le Covid, j'ai appris le chinois. » Bon, je rêve un peu, mais vous imaginez ça sur les social media en Chine, la marque a donné formation de chinois à ses vendeurs et ils parlent beaucoup mieux chinois maintenant. Voilà. On peut faire beaucoup de choses. C'est une nouvelle opportunité pour tous, lorsqu'ils vont revenir, de les épater, de casser cette image d'un service so-so, d'un accueil déplorable, pas tous, hein, j'exagère un tout petit peu, hein, et de leur redonner cette joie d'être à Paris, cette joie d'être dans nos boutiques de luxe. Et tout ça, je dirais, c'est le moment de réinventer autour du plaisir et autour du parfait. Hein, voilà. Et c'est une occasion, la pause est une occasion, je pense, pour nous tous. Alors l'autre peur, c'est quoi? C'est quoi la peur? Quand je vais dans une boutique, et souvent, quand il n'y a pas de vente, je demande toujours une réponse. Pourquoi on n'a pas vendu? Alors, oui, alors il n'est pas encore sûr, il attend un peu, il veut réfléchir un peu. Bon, tout ça, c'est évidemment pas vrai, ou en tout cas insuffisant. La vraie raison d'une non-vente, c'est tout simple. Hein. C'est parce qu'il y a des peurs. Pourquoi elle n'a pas acheté? Cette question-là peut être très simplement transformée en quelles sont ces peurs qui l'ont empêché d'acheter. Et j'ai
j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a que principalement deux types de peurs. Hein. Bon, il y en a d'autres, hein, mais qu'on peut aujourd'hui, par effet de simplification, il y a deux peurs qui sont l'absence de sens. Il n'y a pas assez de sens dans cet achat-là. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas assez en tout cas, malgré l'éloquence du conseil de vente et la force de la marque, eh ben, il n'y a pas assez de sens. Et le deuxième, c'est le risque du regret. Parce que ce n'est jamais une question d'argent, ce n'est jamais une question d'autre chose que la peur de faire un acte qui n'a pas de sens et de faire un acte qu'on devrait regretter. Ce n'est pas une question d'argent, on s'en fout de l'argent. Mais par contre, faire une erreur, ce n'est pas bien. Pour quelqu'un qui a l'habitude de prendre de bonnes décisions. Eh bien, pendant le Covid, je pense qu'on a le luxe, de façon générale, et les produits pourraient être confrontés à moi ce que j'appelle le futile et qui amène au ridicule. Bon, je prends un exemple concret. J'y pense par exemple en venant à cette conférence, bah, les chaussures. Moi, je suis à la maison, je porte pas des chaussures. Okay. Enfin, je ne porte pas des chaussures en cuir que je portais, je ne porte pas des bottes des chaussures que j'ai fait sur mesure, par exemple. Est-ce que je vais acheter une paire de chaussures de plus? J'ai peut-être perdu l'habitude, j'ai peut-être moins de sens par rapport à ça. Est-ce que j'ai encoché une cravate? Lorsqu'aujourd'hui, la Covid nous a mis dans une position plus que smart casual. Moi, je fais des calls, j'ai des gens qui sont loungewear, carrément. Il y a un chiffre d'affaires, un développement énorme. Par exemple, ici en Angleterre, sur tout ce qu'ils appellent le loungewear. On est en loungewear aujourd'hui, on n'est plus en smart casual. Voilà, tout ça. Et je prends un exemple, on se maquille plus. En tout cas, moi, pourquoi se mettre encore le rouge à lèvres sous le masque? Bon. Eh ben, est-ce que je vais encore acheter beaucoup de rouge à lèvres? Voilà. Tout ça fait que, eh ben, je crois qu'il y a aujourd'hui quelques changements d'habitude qui sont venus du Covid, mais ce n'est pas un problème. À nouveau, il faut comprendre ces peurs-là et au cours de l'acte de vente, bien prendre conscience et encourager, redonner du plaisir, redonner du désir et finalement dire finalement, il n'y a rien qui est vraiment futile, il y a vraiment qui est ridicule. Moi aujourd'hui, j'ai hésité à mettre une cravate ou pas, j'ai mis une cravate. Je savais, et hier, on parlait à Nicolas, hier on parlait on parlait hier, on évoquait l'idée du dress code. J'ai posé la question, est-ce que demain il y a un dress code? Bon, il n'y a pas de dress code. Aujourd'hui, vous faites une visio, il y a plus de dress code. Je mets la cravate parce que c'est pas ridicule. Parce que j'ai pas pu chez le coiffeur, la cravate donne tout de suite une contenance. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. La vie, c'est fait. Il n'y a rien qui est ridicule, il n'y a rien qui est indispensable, il n'y a rien qui est nécessaire. C'est simplement le luxe, le plaisir de se faire plaisir. Et j'espère aussi, dans tout ce qu'on fait, le lien, le plaisir de faire à l'autre, à vous, en vous montrant que je vous respecte et je fais ce que je peux pour paraître le plus présentable possible. Voilà, oui, donc créer le désir, l'affirmation de soi, le plaisir du parfait, créer de les peurs. Non, on est dans un monde meilleur, on est dans un monde de luxe, de plaisir. Il reste comme avant, peut-être même un peu plus encore. Profitons de la vie. Et ensuite, il y a un troisième élément qui est fondamental. J'ai des messages ici, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Alors, il y a ensuite pour combiner, je dirais, faire la synthèse de tout ça, c'est revenir sur les 5 facteurs décisionnels. Et le facteur décisionnel principal, c'est évidemment la marque. La marque est à l'essence de tout. La marque, c'est du désir, c'est de l'affirmation de soi, c'est du plaisir du parfait, c'est du sens, c'est de la conviction, qui est la conviction, l'amour d'une marque, c'est l'antidote du regret. Si j'aime une marque, personne, n'importe qui pourrait me dire que cette marque n'est pas bien. Si j'aime cette marque-là, eh ben, il n'y aura jamais de regret. Donc la marque va revenir, la marque est toujours déjà à l'intérieur de cette
de ces facteurs, de ces 5 facteurs décisionnels, le premier des facteurs. C'est pour ça que j'ai mis la marque en premier. Mais plus que jamais, je pense que nos conseils de vente doivent revenir à la marque, réexpliquer le plaisir, réexpliquer cet art de vivre hein, qui est de luxe, qui est autour du plaisir, de l'affirmation de soi, qui est un monde plein de sens, okay, un monde d'audace. J'aime beaucoup le monde d'audace aussi. Et un monde où tout peut être meilleur. Et pour ceux qui peuvent avoir la chance de pouvoir y accéder, pourquoi pas? Et en faisant ça, nous faisons travailler beaucoup de gens, nous faisons éclore notre intelligence, notre sens du beauté, pourquoi pas? Voilà. Voilà ce que je vois, moi par rapport à comment bien aborder cette période post-Covid. C'est une vraie opportunité pour nous tous. Faisons encore mieux. Et en faisant mieux, on pourra mieux vendre. Et si on vend mieux, on vendra plus et on aura tous pris davantage notre responsabilité de reconquête, de relance économique et de relance de l'industrie du luxe. Voilà. C'est un peu pompeux ce que je dis là. Bon. Je termine ici par une petite histoire chez Piaget. Lorsque j'ai entré chez Piaget, un peu par hasard, en venant de la grande distribution, la devise de Piaget, et je ne sais pas s'il y a des amis anciens collègues de Piaget en ligne, la devise de Piaget, c'est toujours faire mieux que nécessaire. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas mieux phrase pour expliquer l'esprit du luxe, et toujours faire mieux que nécessaire, et toujours faire mieux que nécessaire pour la vente, c'est probablement on vendra beaucoup plus que le budget. Voilà. Alors, je voudrais terminer pour présenter rapidement, ce n'est pas mon propos, mais évidemment, je tenais à vous partager ce que j'ai développé récemment avec beaucoup de plaisir et à beaucoup de fierté. Hein, l'affirmation de soi, c'est y parti, et du plaisir. C'est une solution de vente en ligne, de formation, de blended learning, où en fait, on imagine les conseillers de vente sur leur portable, en fait, comme un espèce de magazine électronique, que vous voyez, hein, c'est à peu près les écrans, dont ils pourront lire avec des vidéos, il y aurait des quiz, des jeux interactifs, et il y aura des talking videos, des talking pictures. Enfin, je me suis fait plaisir à créer ça pour former aux techniques de vente. Et ma solution, c'est le blending. J'ai déjà fait un premier groupe, hein, j'ai bien lancé, j'ai déjà eu un premier groupe américain. Et au cours de cette formation-là, qui s'étale sur 5 à 7 semaines, hein, selon la demande, et il y aura aussi des conférences, des visios avec moi-même, où là, on discute. Là, j'adore ça, puisque là, on va discuter du takedown. À partir de ce qu'on a appris, en réalité, comment ça se passe. Et là, on discute, on brainstorm sur les clients, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. Et ça, c'était pour moi très intéressant, pour moi aussi, surtout, pour confronter à une nouvelle problématique. Et ensuite, on a aussi des petits jeux de rôle rapides, ils appellent ça des speedy roleplay, où on pourra tout de suite voir qu'est-ce qui a bloqué. Et ça, pour moi, c'est une nouvelle manière d'explorer toutes les nouvelles technologies pour un maximum d'efficacité dans la formation, qui est mon petit dada. Et j'ai toujours du plaisir à faire ça, à partager ces petites lumières qui s'allumaient dans ma tête. Et je fais ça avec beaucoup de plaisir. Et chaque fois, j'apprends de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de faire plaisir à nos clients et également de donner confiance à nos conseillers de vente, car il n'a pas meilleure, pour moi, récompense que lorsque, même en visio, lorsque l'œil du conseiller, de la personne à qui m'a fait confiance, hein, c'est qu'il y a une lumière, comme vous voyez sur le logo de mon luxury selling, qui veut dire ça. Cette petite lumière qui a brillé dans les yeux, tac, j'ai contribué à quelque chose et la personne a compris et j'étais dans le juste. Et là, je pense que c'est ça que ma plus grande récompense. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu une demi-heure, hein, comme on m'a Merci. demandé, je crois. Ça. Voilà, alors je vais.
On va prendre les questions, hein, s'il y a des questions par rapport à votre parcours, par rapport à ce que vous avez présenté, par rapport aux nouvelles possibilités justement que vont offrir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre ces confinements? Je dirais que quand on va à nouveau découvrir les clients dans les boutiques, voilà, quelles sont vos questions? Voilà, vous êtes tous professionnels dans un domaine d'activité différent. Là, est-ce que vous avez des questions justement? Est-ce que vous avez des Et boutiques fermées? pardon, j'ai aussi volontairement pas mis le côté très très Chine parce que je voulais y représenter déjà mon travail. Mais évidemment, mon expérience de 20 ans en Asie, notamment, notamment à Hong Kong, en Chine, Taïwan, un monde que je connais très bien, j'ai 20 ans, plus de 15 ans en Asie. Je serais aussi très très heureux qu'on échange ensemble sur ces domaines, sur ça. Je n'ai pas la prétention de savoir sur tout, mais puisqu'on est ensemble, vous me faites cet honneur d'être là. Ben, j'échange très très volontiers également sur la Chine ou l'Asie. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de questions. Il reste encore beaucoup de personnes connectées là qui nous regardent. Voilà. Alors, voilà, je ne sais pas, on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres Il n'a pas de question, Julie? bah, je ne sais pas, Julie, est-ce qu'elle est toujours là, Julie, Julie? il a plein de questions. Elle a toujours, oui, si, elle est toujours là, Julie. Ah si, voilà. C'était le temps qu'elle tape la question. Voilà, donc évidemment, elle est Ah, en conférence. Et donc, malgré l'importance du digital, elle continue de croire en fait que la vente en boutique est surtout en la qualité et la formation des conseillers doivent être surtout des ambassadeurs. Voilà. Est-ce que vous partagez sa réflexion sur le fait que les conseillers de vente en boutique doivent être avant tout des ambassadeurs de la marque? alors oui. Alors oui, effectivement. Alors l'ambassadeur de la marque, évidemment. C'est quoi un ambassadeur? C'est quelqu'un qui défend un territoire, hein. Il répond les intérêts de son pays, un ambassadeur, il est surtout ça. Et contre l'agression aussi, il représente dignement son pays. Donc il séduit, il va s'il est attaqué, il va répondre, hein. Voilà. Bon, évidemment, il y a un côté actif dans cet acte-là. Mais je crois que nous sommes tous, hein, des ambassadeurs du luxe. Je crois que nous avons la chance d'être dans une industrie agréable. Euh, nous avons la chance d'être dans un secteur plaisant, mais ça peut être critiqué également, hein. Ma soeur ma soeur qui est très écolo, me dit, bon, explique-moi en quoi un diamant peut être sustainable, par exemple. Oui. Donc, nous sommes tous les ambassadeurs de l'industrie et je pense que j'invite également tout le monde déjà, bon, on aime tous, mais aussi à savoir argumenter autour de ces éléments-là de défense de sa marque, mais également de notre industrie. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure, il parlait de luxiférisation des marques de luxe, le côté, je dirais, ambivalent, le côté schizophrène, à savoir, on fait des produits éco-responsables, mais finalement, on exagère dans beaucoup de domaines. Est-ce que vous l'avez ressenti également en Asie? Est-ce qu'on retrouve justement ce décalage qu'il peut y avoir dans la communication des marques ou de leur façon d'agir? Le côté Alors, exubérant, exagération. je pense qu'il y a, personnellement, je pense que c'est un vrai grand écart. C'est un grand écart entre, entre, entre le luxe, qui est évidemment, je pense que l'encyclopédie l'a bien dit, c'est très difficile à définir et personne n'a la définition. En tout cas, il n'y en a pas une bonne, en tout cas. Mais pour moi, la mienne, en tout cas. C'est c'est pas nécessaire, mais qu'est-ce que ça fait du bien, le luxe. Voilà, pour moi, c'est ça, le luxe. Ouais. Mais est-ce qu'en Asie, on retrouve justement cet écart aussi important Alors je réponds pas. Je finis sur l'élément sustainability. Je pense qu'il y a moins de conscience de sustainability sur la Chine. En tout cas, je prends la Chine en particulier parce que l'Asie, c'est vaste. Parlons de la Chine qui est le domaine, qui est mon grand domaine d'expertise, très, très précis dans la Chine. Il y a moins porté vers l'écologie. Alors, je vais rebondir sur la question de Franck, peut-être de la Chine.
si vous permettez, je réduis sur la Chine parce que l'Asie, c'est Japon, c'est Hong Kong, c'est Singapour. Mais prenons la Chine qui est, à mon avis, l'intérêt, je pense, hein, si on est un peu d'accord sur cet angle, je prends, que la Chine. La Chine, par exemple, la Chine a été, la Chine a engouffré, a englouti beaucoup de luxe, mais il va continuer à engloutir du luxe. Mais cet engloutissement est différent aujourd'hui. Au début, ce sont des personnes, des gens qui sont des chefs d'entreprise de l'indépendant qui sont enrichis. Et aujourd'hui, ils ont 55, 60 ans. Ils se sont enrichis. La Chine n'a pas été ouverte hier, hein, ça a été ouvert déjà dans les années 80 déjà. Donc ça fait un bout de temps déjà. Vous voyez la réouverture de la Chine. Et les gens se sont enrichis depuis 50 ans, 40 ans au moins. Donc, ceux-là, ils ont beaucoup acheté. Ceux-là, ils ont beaucoup acheté, ils ont acheté tout. Et bon. Mais aujourd'hui, c'est notre masse qui achète. Ce sont les jeunes qui achètent, cette jeunesse qui achète. Et eux, ils n'achètent pas parce qu'il fallait montrer aux autres qu'ils ont réussi. Ils achètent parce que c'est bon et parce qu'ils ont les moyens. Ils se font plaisir. Vous voyez, ils se sont dit, bah, ça c'est beau comme sac. J'achète ça parce que c'est bien et c'est joli. Et puisque j'ai l'argent et puisque je suis dans l'insouciance totale, l'économie va bien. Papa, maman a 3 maisons pour moi. Pourquoi est-ce que je vais faire des économies? Et moi, je n'ai pas besoin vraiment de penser à l'avenir puisque souvent, c'est une classe sociale qui a bénéficié de l'enrichissement de leurs parents déjà et qui a un travail facile en Chine. Il n'y a pas de chômage et ils travaillent dans les économies. Nous, on n'imagine pas, mais les économies de net économie avec des créations de valeur énormes dans l'e-commerce, dans tout ce qui est nouvelles technologies. Donc, il y a une création de richesse énorme qui est nécessairement partagée ensuite dans une jeunesse qui fait de l'e-commerce, qui fait tous ces économies-là. Et effectivement, une jeunesse qui est un peu dorée, hein, un peu comme San Francisco en plus large, vous voyez, et qui achète beaucoup. Voilà. Donc, nous, on continue à. Alors, nous, on continue à être attractifs, mais il va falloir qu'on le mérite. Mais par contre, ils vont continuer à acheter des belles choses, des choses qui ont du sens, de la qualité, des choses authentiques, notre intelligence, notre créativité. Et ils n'achètent plus le fake, ils n'achètent plus les histoires, les fausses histoires qu'on raconte. Ils vont acheter des vrais produits, des vraies créations qu'ils n'ont pas eux. Voilà. Une question de Nicolas qui se demande en fait, est-ce que sur le marché chinois, donc intérieur, il y a un peu plus de demandes de la part des clients sur l'origine des produits, les conditions de fabrication des produits, voilà, est-ce qu'on utilise les enfants ou pas, est-ce que c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans le quotidien des clients qui se posent des questions qui ne se posaient pas avant? Alors, si on prend... merci Nicolas. Si on prend le luxe, et à nouveau, je préfère qu'on parle Chine parce que c'est compliqué de parler l'Asie. C'est un peu mon problème. On dit l'Asie, mais c'est trop différent. Si je prends la Chine, voilà. Si je prends la Chine en particulier, qui est vraiment l'économie observée, hein, puisque c'est notre premier marché. Hein. Si on prend la Chine, bah, le luxe, ça reste fondamentalement européen. Donc, pour eux, quand ils achètent européen, ils achètent une confiance. Donc, déjà, le fait quelque part, la France, c'est quelque part les RSE. C'est dire, ils n'achètent pas une marque chinoise, parce qu'une marque chinoise, là, ils ont peur. Ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre comme colorant dans un vêtement chinois. Ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre, ce qu'il y aura comme matière, est-ce que ça ne va pas gratter, est-ce que ça ne va pas. Ils ont un peu peur des produits chinois, indiens ou autres. Hein. Mais si aujourd'hui, s'ils achètent un produit luxe, made in Italy, made in France, ils se disent, bon, ça doit être bon, ça, quand même. Ça doit être bon, quand même, ça vient d'eux. Il ne doit y avoir pas de problème. Et à nous de mériter ça. Hein. C'est pour ça que l'accident est très coûteux en Chine, parce que ça ruine tout ce côté responsabilité, luxe que nous avons. Et eux, ils nous font confiance. Ils nous font confiance. Il ne faut pas les décevoir. Mais par contre, sur tout ce qui est planète, ce n'est pas moi, de ce que j'observe, ce n'est pas du tout un problème pour eux.
Ce n'est pas un problème. Au contraire, il faut que l'emballage soit assez conséquent quand même. Il ne faut pas un petit emballage léger en papier recyclé. En papier recyclé, c'est bien, mais bon, mais il faut qu'il reste beau, qu'il reste conséquent. S'il est recyclé, il est beau. Mais s'il est recyclé pas beau, là, ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que vous commencez à aimer les choses pas beaux, vous les Européens? Voilà. Donc je pense que ça reste le beau et le supérieur doit primer pour l'instant, en tout cas, ce que je vois par rapport à cette notion-là. Et le SE, ça sera en plus, hein, mais pas forcément ce qu'ils mettent en premier. Alors, une question de Julie. Est-ce que la technique de vente de demain ne serait pas en fait de raconter une histoire, de souligner l'identité d'une maison, ou ça serait une façon de séduire et d'humaniser le luxe? Le fait de raconter des histoires. C'est évidemment. Alors, d'abord, c'est pas. D'abord, il y a pas. Je pense que c'est plutôt le. Oui, c'est une très bonne question, mais je rebondirai en disant ce n'est pas tellement les techniques de demain, c'est quel est le vendeur 3.0 ou 4.0, comment c'est le vendre 4.0 finalement, le cyber advisor. Bah, c'est celui qui est capable déjà de maîtriser cette complicité du luxe et d'être en égal à égal par rapport à un client. Les clients, il hésite, on voit bien qu'il hésite à acheter ça, mais il est culpabilisé. Il faut comprendre sa culpabilité. Et la culpabilité, il peut les culpabiliser. Aujourd'hui, avec un monde où on parle de sociabilité, il peut. Il va falloir expliquer à une jeune pourquoi les diamants, ce n'est pas un bloody diamond. Voilà. Et pourquoi le diamant peut être sustainable, ce qui n'est pas évident à faire. Voilà. Donc, le vendeur de demain, le conseiller, il doit comprendre toutes ces complicités dans la suggestion du client, le monde du luxe. Et le travail de front est très intéressant aussi, hein, évidemment, pour que les gens puissent bien comprendre. Ensuite, il va devoir maîtriser un monde d'informations énorme, une masse d'informations qui est aujourd'hui disponible. Il n'attend plus la formation de la part de sa société, de son entreprise, puisque le client peut savoir plus que lui aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'il s'informe fabuleusement pour être en égal à égal par rapport à un client. Et ensuite, il doit maîtriser tous les outils d'information, tous ces outils de communication qui sont à disposition. Là, on parle d'iPad, on avait d'iPad précédemment, mais plus que ça. Aujourd'hui, on demande aux vendeurs de faire des ventes visio, Zoom. Mais j'ai dit à un ami, je dis, oui, mais ça avait été déjà vendre en boutique avant de faire une vente en ligne, où là, c'est encore plus compliqué. Maîtriser la voix, maîtriser le regard, c'est encore plus compliqué. Oui. Donc, le métier se complexifie. Il va falloir donc une formation, recruter probablement à meilleur niveau. Et c'est plus du B2C, c'est presque du B2B aujourd'hui. Le vendeur devient une espèce de B2B et chacun gère un portefeuille de clients et fructifie et mérite la confiance de ses clients à travers tous les outils social media, prospection, comme n'importe quel B2B l'aurait fait. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si on répond à Julie, mais en tout cas, il doit être bon, il doit rester humain, il doit rester lui-même, et c'est surtout, il doit avoir également une personnalité aujourd'hui. Ce n'est pas on n'attend plus de quelqu'un qui délivre une information, on l'a en ligne. On a besoin de quelqu'un. Donc le conseiller de vente devient de plus en plus formé, de plus en plus impliqué. Et donc, il évolue, c'est lui, en fait, c'est de par lui que le luxe évolue. En fait, c'est par ce travail de terrain que le luxe évolue. Une nouvelle question qui reprend ce que vous disiez tout à l'heure, une question de Christian Deville qui nous pose la question suivante. La réticence des clients chinois sur les colorants made in China, par exemple, n'est-il pas le signe de la nécessité pour les industriels du luxe chinois de s'aligner sur les normes environnementales internationales? Vous parliez de confiance, tout à fait, que les clients chinois achètent des produits européens parce qu'ils ont confiance. Et l'avenir du luxe chinois passe également par cette confiance. Oui, alors, il y a... Alors, la Chine, en fait, la Chine... et à nouveau, je ne suis pas un grand expert, je vous donne des choses peut-être un peu générales, mais
mes problèmes. Mais comme j'ai plus grande proximité, je pense que ça mérite de vous en faire part. Il y a un progrès continu en termes de normes, en termes de contrôle qualité, de cadrage, parce que c'est simplement une obligation. C'est simplement une obligation pour n'importe quel pays, hein, de structurer, de légiférer davantage. Mais la pratique est souvent décevante en Chine. Et donc, les Chinois, de façon générale, il y a un espèce de traumatisme. Bah, ils n'ont pas confiance. Hein. Ça, ils n'ont pas confiance, même si la norme est là. Ils se disent, bon, ça peut, on ne sait jamais. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt en notre faveur, puisque nous, on mérite confiance. Mais évidemment, ils vont y arriver parce qu'il y a des marques qui sont de mieux en mieux en Chine, des entreprises, des entrepreneurs qui sont intraitables sur la qualité, qui communiquent beaucoup là-dessus et qui font de très, très bons produits. Évidemment, demain ils vont faire confiance à leurs propres produits. Mais même s'ils font confiance à leurs produits, il reste les marques, il reste cette représentation. Est-ce que j'achète moi, la marque, moi, chinois, ou j'achète moi, la jolie européenne, cet art de vivre, cette élégance, cette beauté. Voilà. Ça, c'est à nous de... On a encore beaucoup de cartes à jouer. Donc, il n'y a pas qu'une question de nombre. La présence des marques françaises directement en Chine, puisqu'ils ont de plus en plus leurs boutiques physiquement à Pékin, Hong Kong, Shanghai, ils marquent justement des nouveaux standards en termes de qualité de fabrication, de standards environnementaux. Et justement, est-ce que ces marques européennes ne poussent pas les entreprises chinoises à se mettre à la hauteur de ces entreprises européennes? Oui, alors vous savez, effectivement, il y a la Chine légifère beaucoup là-dessus. Je n'avais pas évoqué, mais je suis également, bon, je représente une entreprise chinoise qui fabrique des mobiliers de luxe pour les espaces commerciaux beauté et juste au bord, et patron, c'est un ami. Donc, dont on a des clients en Chine comme L'Oréal, comme Shiseido, toutes ces marques de grand luxe, de beauté. C'est nous, Haya, qui faisons leur comptoir et qui installons des comptoirs et des boutiques de luxe. Eh bien, si je prends un exemple très précis, eh bien, les normes sont extrêmement poussées. Aujourd'hui, par exemple, il y a certaines, par exemple, le passage de la peinture, de l'huile à la peinture à l'eau, bah ça va aller très, très vite. Dans un certain moment, ça sera obligatoire en Chine de faire que la peinture à l'eau. Et dans ce cas-là, comment recréer des meubles mobiliers qui brillent bien, à cause dans certains pays, ils sont encore, l'eau n'est pas obligatoire. Vous voyez, donc la Chine parfois peut aller plus vite sur certains domaines et prendre de l'avance parce qu'eux, ils ont compris que la population veut de l'écologie, que la population chinoise veut de l'écologie. La pollution, on a marre de la pollution à Pékin. Le gouvernement a enlevé la pollution. Ils sont très, très forts. La population ne veut pas, dans un quartier, ils ne veulent pas une usine à côté parce que ça pollue. Eh ben, ils vont dire à l'usine, bon, je te coupe l'électricité. Comme ça, tu n'as plus l'électricité. Et un jour, tu vas partir tout seul. Et ça se passe comme ça. Donc il y a une demande légitime de la part de l'être humain. Hein. C'est l'écologie, c'est l'air frais. C'est ne pas avoir de la pollution, ne pas avoir Et ça, c'est que ce soit chinois, martien, on veut tout ça. Et les Chinois sont pareils. Donc, la population le veut. Le gouvernement essaie de répondre à ça. Et donc, l'écologie vient aussi de là, d'une population qui veut, qui désire, et un gouvernement qui va le faire. Voilà, donc je pense que tout va dans le bon sens. Mais après, là où peut-être le problème est plus flagrant, et là je parle, mes amis chinois peut-être me reprocheront, le problème, c'est tous ces non-respects de beaucoup de gens qui jouent avec ça en Chine, qui profitent, qui jouent j'appelle ça le chemin court, hein, des raccourcis. Ils font des tableaux pour montrer que tout ça est suivi. Et après, ils disent, bon, je paye quelqu'un pour valider ça et c'est bon, donc j'ai respecté toutes les règles gouvernementaux. Voilà. Mais ça, c'est un vrai problème, effectivement, de contrôle. Mais sinon, ça va dans le bon sens en termes de législation. Voilà. Voilà, si vous étiez une société française qui avait un certain nombre de boutiques, qu'est-ce que vous feriez en mars ou avril quand elles vont réouvrir? Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui
pour réenchanter la relation avec les clients dans le domaine du luxe? En France, par exemple, ou en, En France, justement, voilà, en France, en France, oui. peut-être pour la Alors, clientèle étrangère, asiatique oui. ou autre. D'abord, je profiterai de cette période de pause pour vraiment, vraiment former nos vendeurs. Vraiment. Parce que je comprends qu'il y a le chômage partiel, les gens ne peuvent pas travailler, mais on peut toujours apprendre. Hein. OK. Et ensuite, je pense que cette période-là est une période de calme. Donc, c'est vraiment très, très, très important pour vraiment, vraiment se fortifier, se réapprendre les produits, réapprendre la marque, être prêt. Voilà, ça, c'est la première chose. Hein. La première étape de ma méthode d'archery selling, la première étape, c'est la préparation. Si on n'est pas prêt à vendre, les clients ils peuvent même vous l'acheter, on peut le faire partir, hein, faire fuir, hein, malheureusement. Voilà. Donc, la préparation, c'est la clé. Ensuite, être inventif. Être inventif de nouvelles choses. Je prends un exemple. Proposons quelque chose, par exemple, à nos clients. Le client, il vient en boutique, on les accueille avec grand plaisir. On leur dit, oui, on a profité de cette pause-là pour réfléchir quel serait le meilleur café pour notre boutique et on vous le propose. Oui, ça ne coûte rien à faire. On a réfléchi, on a voté et on a cherché le meilleur café parce qu'on veut vous réaccueillir encore mieux qu'avant. Oui, c'est tout simple. Ça, c'est un exemple. On pourrait donner à nos clients qui reviennent, on dit, voilà, écoutez, pendant ces périodes-là, on a appris, on a perdu le fil avec vous, on le regrette vraiment, merci d'être revenu. Écoutez, ça, plus jamais ça. Notre lien sera soudé à jamais. Je vous propose, moi, mon lien personnel sur Zoom. Dès que vous avez besoin, vous me dites et on en parle ensemble sur n'importe quel sujet. Oui, les questions que vous avez posées sur le. Voilà. Oui. Ce sont des idées. Hein. C'est facile d'avoir des idées, mais d'un autre côté, les idées, c'est ce qu'on a. Sinon, on ne serait pas le luxe, on ne serait pas la France, on ne serait pas aujourd'hui leader mondial du luxe. Donc, je pense qu'il faut être inventif, il faut avoir beaucoup d'idées, faire des initiatives, étonner le client. Parce qu'il revient, il voit c'est la même chose. À pas que bah, les gens, bah, ils ont l'air de moi faire la gueule parce qu'ils se sont bien reposés. Non. Alors, ça non. Il va falloir être plus professionnel, plus chaleureux, plus de services, plus d'idées, plus d'appréciation pour ce lien qui est retrouvé. Et cette appréciation-là, on peut l'exprimer de mille manières. Et si on a à l'exprimer, vous avez gagné un client à jamais parce qu'il va comparer. Ah, je suis revenu chez Lacoste. Bon, ben, c'est pareil. Hein. Bon. Ah, je suis revenu chez Solomon. Eh ben, c'est incroyable ce qu'ils m'ont fait. Oui. Et ça, le début est marquant. Après, Après tout le monde est pareil. Mais ce début de retour, à mon avis, est fondamental lorsqu'on va retrouver nos clients. Ouais, faire une nouvelle bonne impression, ça serait ça à peu près l'idée. Alors, je me permets de reprendre Olivier, mais c'est pas faire bonne impression, c'est presque c'est impressionner vraiment. Parce qu'en fait, il y a un, il y a un décalage énorme entre faire bonne impression et impressionner vraiment. Parce que quand on impressionne vraiment, il y a quelque chose qui n'a pas été vu. Il a la notion de surprise, l'audace qu'on a dit, de décalage. Vous voyez. Par exemple, imaginez une boutique. Demain, la boutique, demain, ils ont décidé de changer de code vestimentaire. Tout le monde en smart casual, mais super chic. Le Covid, on a réfléchi, c'est ça demain. Pourquoi pas? Vous voyez. Et là, vous impressionnez vraiment. Donc, toute idée, il n'y a pas de mauvaise idée. Par contre, il faut que ce soit vraiment, vraiment saillant, je pense. Je pense qu'on gagne à être saillant, on gagne à être différent et on gagne à montrer qu'on a appris pendant le Covid et qu'on est là pour une nouvelle histoire de relation avec les clients et que plus que jamais, on apprécie leur retour et on est là pour ça. Parfait.